Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Forme, le magazine qui donne la parole aux femmes et pas que. Aujourd'hui, vous verrez sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous allons parler de deuil périnatal, nous allons parler de grossesse, d'accompagnement, de législation, de tabous et d'entreprise. Vous êtes sur Zitata, restez là. Femme. 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 Femme, 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 femme. Merci d'être fidèle à Femme sur Zitata. Merci à vous qui nous suivez. Donc aujourd'hui, j'ai un plateau un peu spécial. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer les présentations par un monsieur. Voilà qui est là. Antoine Minoton, comment ça va? Très bien, merci et toi Barbara. Merci d'être là. Antoine, juste à côté de toi, il y a Mathilde, ta compagne, ton épouse, donc Mathilde Elmo-Mariette Minoton. Comment ça va, Mathilde? Ça va, merci de nous accueillir. Merci à toi d'être là. On va croiser, on va donner la parole à Brigitte. On va accueillir Brigitte Léger. Comment ça va, Brigitte? Très bien, merci. Ça va? Ça va. Bon, ça va aller. Oui. Et puis, Régine Anglionin. Donc, comment ça va, Régine? Bien. Régine? Bien, merci. Ça va? Oui. Bon, en tout cas, merci à vous quatre d'être là. On va parler d'un sujet qui vous intéresse, qui vous occupe, qui vous a même préoccupé, au point qu'une association s'est créée, donc l'association Étoiles Anciennes. On a eu l'occasion de t'inviter déjà et de te recevoir, Mathilde. C'est vrai. Voilà, donc ça fait la deuxième fois, mais cette fois-là, tu es bien accompagnée. C'est ça. Et donc, tu es là, vous êtes les créateurs, les fondateurs des Étoiles Anciennes, qui est une association que tu as créée en 2020, C'est et ça. puis qui a tenu donc ses premières assises du deuil périnatal. C'est ça. Le sujet étant posé, je vais vous demander quand même de vous présenter. Régine. Alors, je suis Régine Anglionin, sage-femme, thérapeute familiale et conjugale. Alors, Mathilde m'a demandé d'intervenir dans le cadre surtout des séminaires que l'on organise dans l'école de sage-femme auprès des étudiants de sage-femme. OK. Voilà. Mais alors, avant de parler, parce que là, on va parler des Étoiles Anciennes, mais qui es-tu, Régine? Tu es Qui je sage-femme. suis Est-ce que ça se définit? Alors, une sage-femme, on dit aussi maïeuticienne. Oui. Une sage-femme... Maïeuticienne. Maïeuticienne. Voilà, ça vient de maïeutique, c'est faire accoucher. Voilà, faire accoucher. Voilà. Alors, qui vient aussi de sage pour le savoir, Oui. pas de la sagesse. Pour le savoir, ce sont en fait, nous sommes des professionnels à compétences médicales et en fait, nous accompagnons la femme dès lors qu'elle est en âge de procréer jusqu'à pas d'âge. Donc, on intervient pour accompagner la vie. Dans notre cadre, on intervient autant dans la partie préconceptionnelle, gynécologique, obstétricale, dans l'accouchement et dans l'après également. Mais bien souvent, on loupe cette période. On a peu accès, en tous les cas, à nos études autour de la perte d'un enfant, du deuil. Peu accès, on a peu accès. Peu accès. D'accord, c'est un tabou en fait. Il y a un tabou Ouais. dans la société, dans l'entreprise, dans les familles, sur la perte d'un enfant. On voit une femme dont le ventre grossit. Après, avant l'accouchement, elle peut avoir le ventre plat, mais il ne faut pas en parler. C'est ça l'idée. Ouais. Voilà. Mais j'insiste sur ta personnalité. Excuse-moi. Ma personnalité, Qui es-tu, Régine? j'ai de multiples casquettes. Maman de 3 enfants. Ok. Quatrième, oui. C'est-à-dire qu'entre le premier et le deuxième enfant, j'ai quand même vécu une fausse couche. Une interruption spontanée de grossesse. On Voilà. va venir, Alors, on va mon faire la terme- différence entre les deux. Mon Mais ton terme terme, c'est fausse médical, couche, c'est alors fausse là, couche. ça fait, je suis née dedans, hein, Oui, fausse oui, couche, oui, donc oui. je vais essayer d'épouser ce terme-là. Oui, mais on va en parler tout à l'heure. Donc, Et, le combat de Mathilde, voilà. l'association pour faire admettre un autre vocabulaire. C'est cela. Et maman de 3 enfants, accompagnée d'un charmant monsieur qui arrive à épauler ses multiples casquettes, parce que je suis aussi présidente d'une association qui œuvre autour des troubles des liens d'attachement, Inès. Et puis récemment, j'ai dit présidente, vice-présidente. C'est monsieur Pivati qui est lui président de l'association Inès et présidente de la fédération Woman Essence, Oui. qui œuvre autour du mieux-être de la cellule familiale. Et vous allez organiser une journée d'ailleurs autour des hommes, la journée des hommes Autour le 19 novembre. Et alors, pourquoi tu as voulu être sage-femme? Parce que c'est pas banal, ça. Ah, il faudrait une autre émission. Non, mais vite fait, en 2 secondes, Alors là, s'il te plaît. parce que J'essaie de sage-femme, connaître pourquoi mes invités quand même. Pourquoi tu veux être sage-femme? Alors, avant d'être sage-femme, c'est pas le métier qui m'a plu au départ, D'accord. parce que les compétences de la sage-femme tournaient autour de la partie physiologique. Et j'étais un peu gênée, parce que ce qui m'a toujours intéressée, c'est de comprendre justement le lien mère-enfant, étrangement, pas l'accouchement.
ce Ok. lien. Ce lien, voilà. Ce lien mère-enfant m'a toujours interpellée. Qui Donc, se crée j'ai- d'ailleurs j'ai- quand on a sidération, quand le bébé est posé sur le ventre. C'est comme cela. ça, c'est Et ça. j'ai voulu vraiment comprendre cette interaction. Et ensuite, pas que. Pourquoi toutes les femmes n'accouchent pas de la même façon? Pourquoi il y en a qui, on a l'impression qu'elles ont une péridurale alors qu'elles n'en ont pas? Et pourquoi d'autres ont besoin justement d'exprimer leurs sensations? Je me suis toujours posé cette question. À 7 ans, ma mère me remet un bouquin parce que je posais trop de questions. Que, en fait, quand je prends du recul, à 7 ans, mais ça ne m'a pas choquée. Et c'était toute l'histoire de la grossesse, du début jusqu'à la fin. D'accord. Et j'ai baigné, c'était ma Bible en fait. Et j'ai d'abord été auxiliaire de puériculture. J'ai juste loupé, j'ai fait médecine. J'ai compris que c'était pas pour moi, médecine, parce que finalement, être pédiatre, c'est pas ce que je voulais pas les enfants malades. Tu voulais le lien. Je voulais le lien. Ouais. Ensuite, auxiliaire de puériculture m'a permis de commencer à comprendre le lien, puisque j'ai travaillé au foyer de Rivière-Lor. À l'époque, c'était le foyer de Rivière-Lor. Pour ensuite me dire, mais en fait, c'est pas ce que tu voulais faire, alors vas-y, fonce, sage-femme. Et là, oui, j'ai rencontré ce qui me... Donc, voilà, donc, on va prendre rendez-vous pour une autre émission. On va parler du lien spécifiquement, parce qu'il y a vraiment beaucoup de Beaucoup choses de à choses dire. à faire. Certaines ont le lien, d'autres, il n'y a pas de lien. Voilà. Donc, c'est passionnant. Ta voisine Brigitte. Brigitte, qui es-tu, Brigitte? Présente-toi, s'il te plaît. Brigitte Léger, mère d'une fille, d'une grande fille et grand-mère, d'une petite fille de 5 Pardon. ans. Je suis mariée et je suis DRH à Air Liquide. DRH, c'est directrice des ressources Ressources humaines. humaines, oui. À Air Liquide aux Antilles Guyane. Oui. Donc, et entre autres, j'ai aussi la casquette d'être soroptimiste. D'accord, donc vraiment agissant dans la communauté. Alors, Antoine, donc toi, tu nous as dit, donc on sait que tu es l'époux de Mathilde, mais tu n'es pas que ça. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Donc Antoine, je suis pompier. Donc dans la vie, je suis l'adjoint du chef des pompiers de Fort-de-France. Voilà, je suis père de 3 enfants et je fais aussi partie de l'association Étoiles en Ciel. Donc je suis le secrétaire adjoint. Ok. Voilà. Dans quelles conditions vous avez voulu créer cette association? Vous avez connu un deuil périnatal, Mathilde et Antoine? Oui, nous avons perdu notre premier petit garçon. Il s'appelait Yann. Et 1 an et demi après, nous avons créé l'association, fort de cette expérience et des rencontres que nous avons pu faire à la suite de cette perte et du fait que le sujet soit tabou aussi. Donc, Et donc, racontez-nous un peu ce que fait donc l'association, Mathilde. Alors, Étoiles en Ciel, c'est vrai que c'est une association qui accompagne d'abord les parents, c'est-à-dire tous ceux, les couples, les familles qui sont touchés par le deuil périnatal. Mais pas seulement, on va chercher en fait tous les publics qui peuvent être confrontés en fait à la problématique. Donc, ça veut dire les professionnels de santé. Et puis, effectivement, les acteurs de la périnatalité, comme les puéricultrices, voilà, ce type d'acteurs, psychologues, kinés, ostéo et tout ça. Mais on va aussi chercher, et Brigitte en est bien l'exemple, des entreprises, voilà, finalement, tous les acteurs de la vie, finalement, quotidienne, qui peuvent être confrontés, en fait, à une famille touchée par le deuil périnatal. Alors, il y a un mot qui a été utilisé depuis le début, il me semble plusieurs fois, c'est le mot tabou. Ce mot, enfin, le terme deuil périnatal, et ce que ça recouvre comme réalité, c'est un tabou dans l'entreprise, Brigitte. Oui, c'est un tabou. Est-ce qu'on peut le dire? Oui, on peut le dire. C'est un tabou pour différentes raisons, parce que on ne sait pas comment ce sera accueilli de la part des autres collègues. Et puis, des fois, il y a des femmes qui ont honte en se disant, eh ben, c'est peut-être parce que j'ai pas fait ce qu'il fallait. Elle culpabilise. Ouais, elle culpabilise. Et c'est dommage. Il y en a qui n'en parlent pas. Et puis, en fait, les femmes, d'une façon générale, on arrive à le savoir, mais il y a un côté, ce sont les hommes qui ont du mal à en parler et en général, ils ne sont pas accompagnés. Comment ça s'est passé pour toi, Antoine? je peux dire que ouais, on est seul. C'est un sujet de femme, en fait. C'est perçu comme un sujet de femme, d'abord. Oui, en tout cas, comme dit Brigitte, en parler, c'est peut-être plus perçu comme féminin. Mais pour moi, c'est pas du tout un sujet de femme, puisqu'on est déjà par les rencontres que je fais en tant que secrétaire et aussi en tant qu'animateur du groupe de l'apéro des papas. Non, ce n'est pas un sujet de femme, c'est tout aussi un sujet d'homme. Et puisque nous sommes concernés, nous vivons ça ensemble. Et voilà. Donc c'est vrai que dans la société, c'est un sujet de femme.
mais nous sommes là aussi. Et toi, donc au niveau du point de vue personnel, comment ça s'est passé du coup? C'était très difficile. Hein, je ne m'attendais pas à vivre ça, évidemment. Surtout pour une première grossesse, c'est pas comme ça qu'on voit la paternité. Voilà, très difficile de trouver une position et de pouvoir vivre ça. Et à qui tu en as parlé du coup? À mes amis, mes meilleurs amis. Je me rappelle très bien. Donc ils sont à Bordeaux. Je les ai appelés par téléphone et on en a parlé. Et là, j'ai pu comprendre à quel point j'ai été impacté en fait par cette perte. Mais heureusement, je l'ai fait très vite. J'ai appelé très vite mes amis. Et voilà, j'ai pu prendre conscience et me libérer un peu de ce poids et de voilà, exprimer mes sentiments. Donc, c'est vrai, selon moi, il y a aussi une clé, c'est-à-dire pouvoir se parler en couple de ce qu'on traverse. Parce que vous avez pu faire. Tout à fait. Et c'est ce qu'on a fait, je pense aussi, qui nous a beaucoup aidés, parce qu'il n'y avait personne d'autre qu'Antoine qui comprenait en fait ce que j'étais en train de vivre. On a eu un enfant ensemble, et donc on a tous les deux perdu un enfant. Et c'était aussi important qu'on puisse se parler, se dire en fait les sentiments qui pouvaient nous envahir et nous chawailler, comme on dit en créole, pour vraiment pouvoir en sortir grandi ensemble. Et il n'y avait personne d'autre avec qui, de toute façon, j'avais envie de parler de ça. Et est-ce que dans le milieu professionnel, parce que donc, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez trouvé des interlocuteurs pour entendre, pour accueillir votre parole? Honnêtement, non. De mon point de vue, c'est-à-dire que tu es hospitalisé, donc voilà, tu accouches de ton bébé, etc. Tu es ensuite de couche. Et hormis, on te demande est-ce que tu veux voir un psy? Hormis ça, je suis rentrée chez moi avec mon époux, on est rentré chez nous, ventre vide en fait, et pas de bébé et pas de suivi. Donc tu n'avez pas voulu voir de psy? Alors moi j'en avais un du coup, donc j'ai contacté un petit peu après. Mais non, c'est-à-dire que c'est pas le moment en fait. Quand tu es là 48 heures, il faut gérer l'enterrement, les obsèques, etc. Non, en fait, tu as d'autres choses à faire que d'aller t'asseoir, voir quelqu'un pour discuter. Régine était un peu surprise. Oui, parce que tu as dit que ton postpartum, comme s'il n'y a pas eu ensuite quelqu'un pour l'après l'accouchement, et même en milieu hospitalier, pas forcément d'échange. Ça m'interpelle parce qu'en fait, on essaye quand même, ne serait-ce qu'une des professionnelles, je parle des sages-femmes, qui, quand on fait les transmissions entre nous, de se dire, il y a le couple ou telle maman qui a perdu son bébé et il y a quand même quelqu'un qui va au chevet et fait ce qu'on appelle quand même une écoute active. Et ça ne s'est pas fait. Juste pour qu'on comprenne, donc il n'y en a pas eu dans votre cas, juste pour qu'on comprenne, quand cela se passe, donc, alors définissons déjà le deuil périnatal, on est allé un peu vite, donc c'est depuis la conception jusqu'à l'accouchement et même 7 jours après, c'est ça? C'est ça. Et chez nous, à Étoiles en Ciel, on va être un peu plus inclusif, on va aller à peu près au 1 an de la vie du bébé. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va s'arrêter à ce qu'on appelle c'est-à-dire la conception que le parent a, la projection en fait que le parent va faire sur le bébé, c'est sur ça qu'on va s'arrêter en fait. Donc le deuil périnatal, donc on perd un enfant, donc la femme perd l'enfant pour une raison X, Y. Comment ça se passe? Donc soit on se rend compte qu'elle a perdu son bébé, elle va à l'hôpital. Comment ça se passe concrètement? Est-ce qu'il y a une sage-femme qui intervient forcément? Là, il y a un circuit qui est mis en place. Donc c'est vrai que c'est très protocolaire et médicalisé parce que tout ce qu'il y a autour de l'obstétrique, c'est pour protéger du risque. Et effectivement, quand finalement on n'a pas réussi à protéger, il y a un circuit. La maman arrive, parce que c'est une maman, arrive aux urgences. Et aux urgences, on fait le constat. On va d'abord déterminer le terme. Et à ce moment-là, il faudra faire une échographie. Il y a tout un circuit médical qui se met en place. Et du coup, l'annonce, déjà échographiquement et au niveau ce qu'on appelle l'enregistrement du rythme cardiaque du bébé, pas de rythme cardiaque. À l'échographie, pas d'activité cardiaque. Il faut annoncer. Donc cette annonce se fait par un gynécologue, par un médecin. Quand bien même une sage-femme se dise s'il n'y a pas de gynéco, on constate, mais appuyé en milieu hospitalier par le gynécologue interne qui est présent. Ça, c'est dans le cadre hospitalier. Dans un cadre libéral, moi je suis en cabinet libéral, je ne m'autorise pas à laisser une dame partir dans le doute, ce n'est pas humain. Et quand je constate qu'effectivement, pas d'activité cardiaque, à l'écho et au monito, j'annonce. Pour les parents, l'annonce aussi de cette réalité-là doit être un moment terrible.
Oui, c'est... Ça vous fait rire. Oui. Maintenant. Oui. Mais, parce que l'histoire aussi est particulière. La façon dont nous aussi on a appris du coup ce qui est en train de se passer, C'était dur? c'était particulier parce que en fait on m'a fait rentrer du coup dans la salle d'examen seule, même si bon la situation était déjà assez grave parce que j'avais perdu les os. Et en fait, on me fait rentrer toute seule alors qu'Antoine est là. Donc, je demande à ce qu'Antoine soit là. On me dit non, il faut que c'est la femme toute seule. Bon, ok. Et en fait, moi, on m'a jamais dit en fait votre bébé est mort. D'ailleurs, je ne sais pas en fait si mon fils est mort dans mon ventre. Tu sais pas comment? Je sais pas. Il est mort. Il est mort. Et en fait, ce qu'elle me dit, c'est que à ce terme-là, il ne sera pas viable. Alors, en réalité, C'était quand? C'était à quel moment? C'était à 24 semaines. En réalité, c'est faux parce que après, j'ai eu bien l'attestation, le certificat d'accouchement qui me dit que j'ai accouché d'un bébé viable. Donc bref, donc déjà viable, je ne savais pas c'était quoi, donc ça n'avait aucun sens. Et puis surtout, elle me dit ça, je suis toute seule. Et donc quand elle finit par laisser Antoine rentrer dans la pièce, moi, je me rappelle, je l'ai regardé, je lui ai dit, ah non, par contre, c'est vous qui lui dites, hein. Moi, j'allais pas regarder mon mari droit dans les yeux et puis lui dire, chérie... Pourquoi elle était seule, voilà. Régine? Pourquoi elle était seule? Nous avons des choses à revoir dans le cadre obstétrical. C'est vrai que, réflexe... Ah, tu dis, il faut faire des choses, il faut changer les C'est vrai choses. qu'il y a beaucoup de choses. C'est pour pour ça ça que qu'on en parle, d'ailleurs. j'ai accepté quand Mathilde m'a dit, il faut Bien. commencer au plus tôt. Oui, il y a des choses à revoir. C'est-à-dire que, pourquoi moi je parle comme ça, c'est que j'ai été formée dans le deuil périnatal. J'ai été formée parce que j'étais dans une équipe qui était dans la physiologie, avec un cadre qui était dans la physiologie et qui a fait venir pour moi, celui qui représentait le deuil périnatal, c'est M. Guy Ostruy. Et j'ai été formée. Et Mais tout le monde n'est pas mais j'étais formé. déjà sage-femme. Oui, oui. J'ai pas eu le circuit d'école de sage-femme. Et effectivement, on fait rentrer la femme, quelle que soit la configuration, pire encore suite à cette épidémie de Covid, Oui. seule. Mais ça a changé ou pas du tout? Non. Ça n'a toujours pas changé? Non. Ok. Et attends, juste petit retour en arrière, peut-être que j'ai mal compris. Tu dis que toi, tu t'es formée à ça après. Oui. Tu étais déjà sage-femme. Oui. Quand tu fais tes études de sage-femme, on te dit pas? On te Je parle, n'ai pas parle jamais du deuil périnatal? Non, je n'ai pas eu le souvenir d'avoir eu de formation en deuil périnatal. Aujourd'hui, ça se fait, donc c'est un travail de l'association, ça. Notamment par nous. Mais non, mais est-ce qu'aujourd'hui, les gens qui sont formés à ce métier de sage-femme, qu'il s'agisse d'hommes ou femmes, sont sensibilisés à ces questions-là? Pas suffisamment, non. D'accord. C'est-à-dire que c'est abordé, voilà, comme on peut te dire, je sais pas moi, il y a telle pathologie qui existe, je sais pas, peu importe, mais en tout cas, il n'y a pas d'outils. C'est pas formalisé. Ouais, voilà. Dans un programme, c'est pas... D'où l'idée, ouais. D'où l'idée de mettre au sein de l'école de sage-femme, c'est vrai que c'est un parcours. Alors, les élèves disent que ça aurait été mieux plus tôt, parce que moi, je me souviens de mon premier accompagnement. Je crois que j'étais en première année où on m'a dit, il faut baigner le bébé, le présenter au couple. Voilà, face à la mort. Heureusement, j'ai eu mon expérience d'auxiliaire de puériculture où j'avais déjà été confrontée à la mort d'un bébé et qu'il fallait présenter aux parents. Mais celles qui n'ont pas eu cette expérience avant, ça peut être traumatisant, surtout si elles-mêmes, dans leur vie personnelle, sont confrontées à la mort ou à un deuil ou à une séparation, quelle qu'elle soit. On a 2 jeunes étudiantes qui viennent de la Guyane, la Réunion, c'est une séparation. Donc, tout se mélange. Alors là, je parle des étudiantes, mais je parle des professionnels aussi. Des professionnels qui sont confrontés eux-mêmes à un deuil, à une perte quelconque. Face au deuil périnatal, l'attitude peut être un mécanisme de défense où le parent pense que ce n'est pas une attitude professionnelle parce que le professionnel en lui-même n'est plus professionnel face à ce tabou. Donc, qu'est-ce qu'on fait là qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, les choses évoluent, vous êtes là pour les pousser, pour faire évoluer, notamment auprès des professionnels. Tu nous confirmes que ce sont des choses en cours? Tu nous confirmes ça? Alors moi, je confirme qu'à l'époque, il y avait déjà cette difficulté-là qui était remontée. Donc, plusieurs maternités avaient mis en place une formation avec un professionnel qui venait de l'extérieur. Donc, pas forcément les problématiques propres à notre population, en fait. À notre population. Voilà. Et alors, a fortiori, dans l'entreprise, on est en train de parler de professionnels qui ne savent pas forcément accueillir ces questions-là. Tu étais au travail quand tu étais enceinte? Non, la chance que j'ai eue, en fait, c'est qu'on venait de déménager, on retournait de Paris pour la Martinique, et donc je n'avais pas d'emploi, donc du coup ça... Et tu n'as pas eu à justifier ou à vivre cette expérience-là? C'était cette chance-là. Mais toi, tu as été confrontée à ça dans l'entreprise? Oui, j'ai été confrontée à ça, avec des femmes, mais
les femmes qu'il faut accompagner, mais on n'est pas formé à ça. Tu n'avais pas été formée. Je n'ai pas Comment été tu as formée. fait alors? Alors en fait, la chance que j'ai, c'est peut-être de connaître les collaborateurs depuis très longtemps, Oui. mais j'ai été surprise de voir une collègue qui perdait son enfant et qui, sa famille, qui je pensais était très présente, effectivement était présente, mais ils n'arrivaient pas à l'accompagner. C'est-à-dire qu'ils m'ont appelée. Alors que je ne suis pas un proche de la famille, ils m'ont appelée pour que j'accompagne, pour que je m'occupe des obsèques, que je m'occupe de ce genre de choses. C'est difficile parce qu'il faut faire bonne figure. On comprend que les gens sont désespérés et on doit accompagner, même s'il y a des résonances en nous qu'il faut taire. Et alors, de façon tout à fait triviale, est-ce que les gens ont droit à des jours de congé juste pour ce deuil? Est-ce qu'ils savent d'ailleurs ce à quoi ils ont droit? Est-ce que tu leur dis, mais prenez du temps? Est-ce qu'ils y ont droit tout simplement? Toi qui t'occupes de relations humaines, enfin des ressources humaines plutôt. Alors, on leur dit qu'ils ont droit à prendre des jours, mais c'est beaucoup plus facile pour une mère de prendre des jours qu'un père. Oui. Le père ne se sent pas autorisé. Oui, et puis déjà, il en a moins. Et souvent, il faut qu'il retourne au travail. Donc, et pour le peu, par exemple, qu'il travaille à son compte, c'est difficile pour certains de passer plus de 4 ou 5 jours après la mort pour être présent. J'ai croisé beaucoup de papas qui regrettent de ne pas avoir eu cette opportunité de rester et de pouvoir accompagner leur compagne, la mère de et puis l'enfant. eux-mêmes aussi, prendre ce temps-là pour eux, s'arrêter. Lors des premières assises organisées le 14 octobre, il y avait un monsieur qui était un chef d'entreprise qui parlait de cela, qui disait au fait qu'il voulait avoir des réponses du point de vue réglementaire et légal, et puis il disait, moi je suis chef d'entreprise. C'est une vraie difficulté, ça, auquel vous êtes confrontés, j'imagine, à l'association. Tout à fait. Ok. Je vous propose qu'on fasse un premier stop. On va parler de toute autre chose, 2 minutes, et après on revient à notre sujet. Focus. Alors, dans Focus, on fait un petit break pour s'extraire un petit peu du sujet principal de notre émission. On parle du deuil périnatal. Là, je voulais vous parler de cette annonce du président de la République, donc Emmanuel Macron. Mais on n'est pas très loin en réalité du sujet, puisque le président a annoncé récemment, le 29 octobre, qu'il allait proposer un projet de loi constitutionnelle pour inscrire l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, dans la Constitution, pour protéger ce droit des femmes en France. Parce qu'on se dit, ah oui, bon, l'IVG, Simone Veil, bravo, merci. Ben non, dans certains pays comme les États-Unis, grande démocratie de cette planète, n'est-ce pas? Il y a une remise en question de ce droit, notamment à l'issue, après un arrêt de la Cour suprême qui remettait en cause un arrêt Roe versus Wade. Donc désormais, les États, au niveau de chaque État, on peut remettre en question l'IVG. Je vous propose qu'on écoute cet extrait du discours prononcé par le président de la République. Parce que le droit des femmes est toujours une conquête fragile. Gisèle Halimi, par ses mots, avait fait changer la loi. Et je veux aujourd'hui que la force de ce message nous aide à changer notre Constitution, afin d'y graver la liberté des femmes à recourir à l'interruption volontaire de grossesse, pour assurer solennellement que rien ne pourra entraver ou défaire ce qui sera ainsi irréversible, pour adresser aussi un message universel de solidarité à toutes les femmes qui voient aujourd'hui cette liberté bafouée. Aussi, les avancées issues des débats parlementaires, à l'initiative de l'Assemblée nationale, puis éclairées par le Sénat, permettront, je le souhaite, d'inscrire dans notre texte fondamental cette liberté, dans le cadre du projet de loi portant révision de notre Constitution qui sera préparé dans les prochains mois. Non. Nous ne voulons plus jamais de procès de Bobby. Voilà, en fait, ce discours du président de la République, Emmanuel Macron, a été prononcé le 8 mars à l'occasion de l'hommage national qui était rendu à Gisèle Halimi. Et donc, quelques mois après, fin du mois d'octobre, il annonce cette présentation du projet de loi constitutionnelle pour vraiment figer les choses. Qu'est-ce que vous en pensez? Je m'adresse à vous, mesdames. Mathilde, peut-être d'abord. Moi, ce que je pense, et monsieur. C'est que c'est important, je crois, d'avoir certains droits comme ça sacralisés, j'ai envie de dire.
parce qu'on sait très bien qu'il y a des droits humains en fait, qui ont été bafoués à plusieurs reprises. Le cas des États-Unis est un bel exemple. Mais moi, en tout cas, ce sur quoi je m'attache, en tout cas concernant l'IVG, c'est de s'assurer aussi, mais c'est un projet de loi qui est collé notamment à la loi sur la fausse couche précoce, qui vise aussi à accompagner en fait le choix de l'IVG. Parce que je pense qu'au-delà de ça, c'est pas tellement la question de est-ce qu'on peut le faire, est-ce qu'on peut pas le faire, ça reste une question très personnelle et individuelle. Mais au-delà de ça, c'est quels outils en fait il y a à disposition des professionnels de santé et également des femmes qui sont confrontées à ce choix et qui doivent être accompagnées. Parce que je ne sais pas si vous le savez, hein, mais il faut bien savoir qu'en termes psychologiques, c'est prouvé ce que je dis, hein, je n'invente rien, on a dans l'IVG en fait des ressorts du deuil périnatal, c'est-à-dire des étapes du deuil psychologique qui vont ressortir. Et donc c'est très important d'avoir cet accompagnement derrière, même si bien entendu, et ça pour moi c'est très important de le dire parce que je suis avant tout féministe, que ça reste un choix individuel personnel, mais qui n'est pas non plus sans conséquence et qui ne doit pas être non plus vu comme si on allait acheter quelque chose au magasin. Alors en France, il y a 234 000 IVG qui ont été pratiqués en 2022, le niveau le plus haut depuis 90, nous apprend le journal Le Monde, 17 000 de plus qu'en 2021. Et puis je signale donc c'est Simone Veil qui est à l'origine de la loi donc en 75. Un mot, Régine, sur ça. Alors, en tant que sage-femme, on a ouvert également cet accès à pratiquer l'acte qui ne pouvait pas le faire jusque-là, médicamenteux. Pareil, il y a la loi, j'entends, mais ce qui me dérange aussi, c'est comment on met en place cette interruption volontaire et médicale de grossesse. Alors, en cabinet, oui, parce qu'il y a tout ce qu'il y a autour de comment c'est mis en place. Pareil, moi, quand j'ai commencé en 2004, les interruptions médicales de grossesse se faisaient en milieu hospitalier. Il y avait une aile dans notre hôpital, encore dans cette maternité très physiologique, où les femmes, en fait, étaient accompagnées pour l'interruption médicale de grossesse, l'IVG volontaire. Aujourd'hui, on est en cabinet. Moi, j'ai eu à quand même accompagner par téléphone des femmes qui avaient reçu leur traitement et on leur demandait de rentrer chez elles. On leur demandait d'être avec quelqu'un. On peut être avec cette personne, la personne avec qui on a cet enfant, si elle est d'accord ou pas. Parfois, c'est honteux, donc on a du mal à dire. C'est ce que tu dis, c'est ça que tu veux dire. Et derrière, il y a le côté aussi urgent. Oui. J'ai eu aussi des patientes pour qui il a fallu, en urgence, les ramener en milieu hospitalier. Parce que c'était un traitement qui a été mal fait. Bon, il y a eu quelque chose. Il y a aussi les risques. Et je me dis, oui, il y a la loi, ouvrir le champ, mais est-ce qu'on a bien cadré les choses ? Là, c'est pas ouvrir, là, c'est garantir. Parce qu'aujourd'hui, c'est garantir qu'il n'y ait pas de remise en question. Mais ce que vous dites, c'est qu'il faut organiser autour un parcours, prendre ça au sérieux et prendre aussi, considérer aussi les motivations, ne pas le banaliser. Parce que ça peut être aussi décrié, l'IVG. Il y a des anti-IVG, d'ailleurs, aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pour ça que le gouvernement veut fixer dans la loi. Mais ce que vous dites, j'essaie de comprendre, c'est qu'il faut organiser donc, à la fois l'accompagnement des femmes, comme tu disais tout à l'heure, elles ne pratiquent pas. Les femmes qui font un IVG ne pratiquent pas un IVG comme si elles allaient zouker. Tout à fait. Ça n'est pas un acte banal. Tout à fait. C'est ça que vous dites. Exactement. Et mais parfois, ça peut même il y a être... le côté psychologique, mais il y a aussi cet aspect médical, obstétrical. Ce n'est pas un geste banal. Il est en train de se banaliser. C'est pas juste prendre un comprimé et rentrer chez soi. Voilà. D'accord. Souvent, elle est seule, la femme, même si on lui demande d'être accompagnée. Oui, mais qui c'est qui doit organiser l'accompagnement précisément? Même si on lui demande de t'accompagner, mais en même temps, si tu es seule, si tu n'as pas de compagnon... C'est pour ça que ce qui m'interpelle, c'est que pour que ce soit facilité, qu'on n'ait pas à hospitaliser une patiente comme avant, on le dit qu'elles peuvent le faire en cabinet, mais en cabinet, elles rentrent chez elles. Sauf qu'il y a des risques derrière. Moi, j'estime qu'il y a un risque médical aussi derrière. D'accord. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Non, sur ça. Et puis juste pour focus, finir, avant de continuer sur le deuil périnatal, même si aussi on en a parlé là du coup. Donc vous signalez que pour la première fois, donc il y a une rétrospective Eusanne Palsy qui se tient à Pompidou en fait au mois de novembre. Donc pour ceux qui ont la chance d'aller ou pas, enfin bref. Donc en tout cas, on salue cette initiative. C'est la première fois que ça se passe. Donc vous savez Eusanne Palsy qui c'est. Donc n'est-ce pas, rue Casner, une saison blanche et sèche, le combat de Ruby Bridges. D'ailleurs, il y aura des films, des projections en présence de l'artiste. Voilà, jingle, mot de femme. Voilà, donc on a parlé du deuil périnatal. Donc lors de ces assises, il y avait un thème. Donc c'était
le deuil périnatal et l'entreprise. Brigitte nous a indiqué comment c'était compliqué, que vous n'êtes pas formée. Pas du tout. Est-ce qu'il y a des procédures qui sont standardisées depuis Air Liquide, par exemple? Procédure standardisée, non. Non, Toujours pas, mais je m'en occupe, donc en fait, ça se passe mieux. ça se passe et surtout en fait, lorsqu'on a été surprise ou, comment dirais-je, mis devant le fait accompli plusieurs fois, on en tire des leçons parce que quand ça arrive dans la vie personnelle, on sait en général les croyances, ce qui s'est passé, vers qui on peut orienter. Professionnellement, c'est difficile, surtout lorsqu'on dit aux gens, mais écoutez, il y a un psychologue. Ah, mais je ne suis pas malade. Et qu'est-ce qu'il fera? Il ne va pas me ramener mon enfant. Et on est des fois un peu surpris des réactions, mais il faut quand même accompagner et pousser les gens vers ceux qui leur parlent. Les parents peuvent être dans le déni au point de ne pas voir qu'ils ont besoin de cet accompagnement? Oui, souvent. D'abord parce que je pense que la mission du psychologue, des fois, elle est mal comprise. En tout cas, l'objet que j'ai choisi, c'est de modifier en fait cet aspect psychologie concernant les papas, parce qu'on a Quand tu fais l'apéro? Oui, quand on fait l'apéro, c'est L'apéro pour des ça, papas. parce qu'on a commencé d'abord par un psychologue. J'ai fait moi-même des études de psychologie et j'ai bien vu que dès qu'on mettait psychologue, C'est les m'en gens, fou, quoi. voilà. Mais non, Alors je ne qu'en suis pas vrai, fou, c'est pas ça, je suis pas fou, et Voilà. puis je peux m'en occuper tout Le seul. psychologue, il est là pour créer un dialogue, encadrer, accompagner, mais il n'est pas du tout là pour impliquer ou inculquer des pensées à certaines personnes, pas du tout. Et du coup, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a vulgarisé et appelé cela changer l'approche, retirer la partie psychologue, parce qu'on avait un psychologue homme qui nous accompagnait, et maintenant on le fait dans un cadre beaucoup plus autre. Donc il Donc il n'y a pas de psy? Non. Et donc vous êtes autour d'un pot et vous échangez? On discute. C'est la parole, mais là c'est non mixte aussi? Ouais, non mixte, ouais. Ok. Et on discute. Voilà, ça fait beaucoup de bien et ça nous fait beaucoup de bien d'être entre nous, de pouvoir parler entre nous de cette position que nous avons de père qui a perdu un enfant. Et avant d'arriver, est-ce qu'ils expliquent pourquoi ils ont eu du mal à le verbaliser? Est-ce qu'on sait, donc peut-être parce qu'ils n'ont pas trouvé d'oreille attentive, mais est-ce qu'il y a cette espèce d'image de l'homme peut-être viril qui doit tout encaisser, y compris cela? Non, Non. beaucoup moins maintenant. La première chose que je peux dire après tous ces apéros, c'est que premièrement, il y a une question d'illégitimité qui se pose, dans le sens où, étant donné qu'on n'a pas porté l'enfant, on a tout de suite un petit frein pour se dire, bon, si tu es mal, pense aussi d'abord à la compagne qui, elle, a porté l'enfant. Donc on se met un petit peu plus en retrait déjà, et c'est là pour moi le piège où en fait on peut glisser de support à en fait chemin qui se sépare complètement entre le père et la mère. Donc voilà, d'abord cette question de illégitimité. D'accord. Ensuite, cet aspect où en fait on se dit qu'il faut qu'on soit fort pour la compagne, pour la mère de l'enfant, pour pouvoir l'accompagner. Et voilà, donc pas pour moi de questions où on se dit qu'il faut être fort, non, pas spécialement. Même si je pense que ça existait avant, puisque on est encore nombreux qui, plus petits, on nous a dit non, il ne faut pas que tu exprimes tes émotions, si un homme, ça ne fait pas ça. Donc c'est une réalité, mais je ne pense pas que ce soit le facteur qui fasse qu'aujourd'hui on soit plus silencieux. Oui, il y a un bon côté quand même des trentenaires, des enfants des années 90 quand même. Hein. On n'est pas que derrière nos écrans de téléphone. Voilà, je pense que ce qui est bien aussi dans cette nouvelle ère, en fait, hein, complètement, c'est qu'on a inculqué, en fait, cette parole. Alors, parfois, on pourrait se dire qu'elle est peut-être trop libérée, mais en tout cas, elle met sur la table certains sujets et ça permet, il n'y a qu'à voir la paternité aujourd'hui. Ça m'amuse souvent de voir comment, autour de moi, les papas de ma génération, mon mari, un papa hyper impliqué, et ce n'était pas le cas, forcément, en tout cas pas comme ça dans les années 90. Mais j'ai envie de rajouter, vous avez la chance d'être un couple uni, parce qu'il y a beaucoup de familles monoparentales. On parlait de l'IVG où la femme rentrait chez elle et puis était seule, mais même... voilà, elle est en deuil périnatal seule. Il y a un papa, mais on ne sait pas le papa, pour des raisons X, Y, Z d'ailleurs. On ne sait pas, mais elle est seule, effectivement. Donc, vous avez aussi cette chance, peut-être, non? Alors, j'aimerais quand même dire que c'est vrai que tous les deux, vous avez connu cette solitude. Oui. Tout dépend de l'approche aussi, parce qu'en libéral, on essaye quand même. Moi, j'invite les femmes, quand elles me disent « Bon, écoutez, j'arrête la consultation »,
parce que je viens de perdre mon bébé. Je leur dis, ben non. Il faut continuer. Vous venez en consultation. Et je pense que c'est le moment d'en parler. Oui. Comme les autres femmes, vous avez accouché. Et j'ai de plus en plus de collègues qui continuent à le faire. Ah, tant mieux. Voilà. Et même quand les femmes rentrent chez elles, c'est un postpartum. Donc le suivi après l'accouchement, il se maintient, il doit être fait. Antoine. Et pour rejoindre ce que disait Mathilde au début de l'émission, c'est qu'en fait, moi, ce que j'ai regretté, c'est que, par exemple, si on prend le schéma classique d'une naissance, ben voilà, on sait que l'enfant doit prendre du poids. Une fois qu'il a pris du poids, il y a peut-être l'allaitement. S'il n'y a pas allaitement, il y a biberon. Voilà. Donc il y a un chemin, il y a un parcours qui est réalisé. Et en fait, nous, en tout cas, dans notre cas, il y a quelques années, ça n'a pas du tout été ça. On n'a pas été reçu à un moment pour dire, mais voilà, vous avez vécu ça. Voici ce par quoi on va essayer de passer. Alors, pour que justement ça ne se fasse pas, souvent la sage-femme revient vers vous. Elle sait qu'il y a eu un accouchement. La sage-femme qui a eu le suivi Mathilde, revient vers vous. Non, en fait, en réalité, j'ai quand même eu un entretien avec le médecin. Donc, on m'avait dit, oui, il faudra prendre rendez-vous avec votre médecin dans tant de temps. Donc, au moins, ça, c'était, je crois que c'était 1 mois ou 6 semaines après, je ne sais plus. Et effectivement, ce rendez-vous-là a permis d'aller chercher, bon, voilà, quelle était la raison, en fait, de l'accouchement et tout ça, à ce stade-là de la grossesse. On a détecté chez moi ce qu'on appelle une béance de col, qui, en fait, le col de l'utérus, en fait, c'est un muscle. Bon, Régine, tu me dis, hein, je caricature un peu la pensée. Pour moi, c'est un tunnel, elle corrigera. En gros, c'est un tunnel. Et moi, quand je suis enceinte, le haut de mon tunnel, il n'est pas assez solide. Et ça fait que dès que j'ai une petite contraction qu'une femme peut avoir à 6 mois de grossesse, qui est parfaitement normale, qui ne va pas déclencher un accouchement, chez moi, ça en déclenche un. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Et donc, il faut mettre en place certaines choses une fois que je suis enceinte à nouveau. Donc, c'est ce qui s'est passé pour nos autres grossesses. Et donc, effectivement, à ce moment-là, il y a une prise en charge particulière. Mais, je veux dire, le diagnostic, en fait, est posé, mais avec quand même ces interrogations à me dire, oui, mais en même temps, c'est la nature et c'est comme ça. Il n'y a pas d'explication. Parce que la béance, elle n'est pas, je trouve que sur tel millimètre, c'est pas assez fort. Enfin bon, mais si vous voulez, en fait, à ce moment-là, moi, au-delà du fait d'avoir besoin de savoir concrètement qu'est-ce qui n'a pas marché, parce qu'il y a la culpabilité de se dire que c'est ta Il y a faute, en l'après fait. aussi, tu as besoin de savoir si tu Ton pourras corps. enfanter de nouveau. Exactement. Est-ce Oui. que ça va m'arriver à nouveau, etc. Se dire que c'est mon corps, en fait, qui m'a lâché et que, voilà, que du coup, mon mari, je lui ai enlevé la chance d'avoir son petit garçon et tout ça. Et en fait, à ce moment-là, c'est pas ce qui est pris en compte. Ce qui est pris en compte, c'est juste, bon, ben ça va, c'est bon, et puis reviens me voir quand tu es enceinte à nouveau. Oui, Donc j'entends que vous aviez d'abord été dans un parcours avec le gynéco et qu'on n'y avait pas déjà eu un contact avec une Si, sage-femme. j'ai eu un contact avec... avec, je ne vais pas Ok, revenir dessus d'accord. pour Ok. des raisons... Mais voilà. j'entends. Mais mais c'est que justement, quand tu appelles pour annuler un rendez-vous, voilà, j'y viens parce qu'en fait, ça Oui. pique. Mais quand tu appelles pour annuler un rendez-vous de suivi, justement, parce que tu as fait l'échographie, il y a plusieurs échographies dans la grossesse, et que tu appelles pour annuler ce rendez-vous, pour dire, voilà, et qu'on te dit, ah bon, pourquoi vous... Tu as précisé que c'est parce que l'enfant est mort. Oui, voilà. Enfin, Ça, qu'on c'est me demande important de le dire. mais pourquoi vous annulez? Parce qu'en fait, il est mort. Et il n'y a pas de ah bon, enfin qu'est-ce qui s'est passé, madame, ni quoi Ok, que ce soit. salut. Ah ok, bon mes condoléances, au revoir. D'accord. Voilà. Bon, Donc Alors c'est bien. ça C'est en bien dit ce que long. tu me- Ça en ce que dit tu long me dis. sur voilà. Ça voudrait dire il y a la non seulement formation. On comprend doit qu'il faut toucher former les gens. Il élèves, faut mais former on doit les aussi gens. toucher les professionnels. Mais c'est un peu le travail aussi que vous faites aujourd'hui. Bien sûr, avec les étoiles anciennes. On je comprend le ça, hein. dis, je le dis comme ça. Bon, c'était en 2018, je le dis un peu en rigolant, voilà, même si sur le coup ça fait mal, hein, on va pas mentir. Aujourd'hui, tous les professionnels de santé que l'on rencontre, hein, je peux pas dire, il y a une vraie écoute, Oui. il y a une vraie prise de conscience. Alors peut-être que ceux qui mériteraient peut-être vraiment de se poser sur le sujet ne sont pas encore venus, Oui. mais C'est un sujet humain. et je oui. m'en fais pas, ils y arriveront. viendra. Bien Oui, sûr. voilà. On a espoir. Je voudrais, parce que le temps passe, et je voudrais qu'on aborde l'autre question qui est aussi importante. Tout à l'heure, on parlait de fausses couches. Donc, effectivement, et c'était un des sujets de ces assises, et je trouve que c'est un sujet important, parce qu'il y a une loi qui est passée, donc la loi du 7 juillet 2023, qui vise à, précisément, parle d'accompagnement, et on est au cœur du sujet, donc accompagner psychologiquement les femmes victimes de fausses couches. Alors, première question sur fausses couches. Mathilde ne veut pas entendre parler du mot. Il faut changer le vocabulaire. Donc, c'est interruption spontanée de grossesse. Parce que Ou fausse arrêt couche, naturel de grossesse. parce que fausse couche, c'est le deuil aussi. C'est deuil périnatal, et Tout à donc fait. il y a bien un bébé qui était là et qui n'est plus là. Donc il faut arrêter de parler de fausse Et couche. la couche n'a pas été fausse.
Oui, la couche, c'est réellement réalisé, on va dire. Malheureusement, ça n'était pas avec le résultat escompté. Donc, il y a un travail que vous voulez faire, vous voulez mener sur la sémantique, ouais. sur les mots, sur le C'est ça. vocabulaire. Même si on a compris que Régine, il va falloir se former, Régine. N'est-ce pas? Après, ça reste le terme médical. Bah, vous n'avez c'est pas très trouvé mieux. médical. C'est Voilà. comme vous dites expulsion, bon voilà. Ou bien ok, un truc, soit. incompétence du col. Oui, voilà. mon Ben, Dieu. pour le coup, voilà, ben, c'est ce que j'ai, une incompétence du Dieu, col, quelle exactement. horreur. Donc, c'est Alors, je très... pense qu'il y a des termes techniques entre nous Voilà, le... Ouais, mais en pas dis-nous staff. que nous est Oui, mais incompétent, le quand problème, même. les garder. c'est que ça s'est vulgarisé et C'est ça a ça. été, en Mon col est fait, dans la incompétent. société. Alors, et- incompétent, non. Ah si, on a entendu ça. moi, Mais Si, si, mais nous il y a des assises, mots, on l'a dit, oui. il y a des mots, effectivement, que pour moi, ils ne vont pas être prononcés. Moi, je parle de béance. Et quand je parle Oui. de béance, je leur explique c'est quoi une béance, fragilité, etc. Il y a des termes techniques. Après, les termes techniques, on va se les garder entre nous, professionnels, je pense. Et qu'après, d'où l'intérêt d'avoir une posture juste et Oui. professionnelle. Donc l'idée aussi, c'était là, et c'est pour ça qu'on fait cette émission-là, l'idée c'est de faire avancer effectivement la conscience que ces réalités-là, ces vécus-là sont importants, ce sont des vies humaines qui sont en jeu avec des sentiments. Et donc pour vous, à Étoiles en ciel, revenir sur effectivement le tabou de la fausse couche, c'était quoi? C'était dire quoi? C'était dire que, Antoine l'a bien souligné, il n'y a rien de faux dans une fausse couche et que ce n'est pas parce que c'est fréquent que c'est banal. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? La dengue, par exemple, il y a eu une épidémie de dengue, il y a eu des décès. Oui. Donc on ne va pas me faire avaler que parce que, oui, il y a des moustiques en Martinique, il y a beaucoup de cas de dengue, Que c'est normal. que c'est normal. Non, Alors c'est pas oui, normal. effectivement, il y en a pour qui ça ne fait rien, etc., mais il y en a que ça tue. Et donc, de fait, sur le sujet de l'interruption spontanée de grossesse ou l'arrêt naturel de grossesse, pour nous, c'était important d'aller sur ce terrain-là parce que le thème des assises, c'était deuil et société. Oui, tout à fait. Donc, c'était redire à la société, il y a le cas de ce que vous appelez la fausse couche précoce. Et pour nous, c'est de vous dire, c'est un sujet qu'il faut poser sur la table, parce que c'est un sujet qui fait partie intégrante du deuil périnatal, qu'il faut reconnaître, qu'il faut entendre. Et l'avancée législative qu'il y a eu donc de juillet 2023, c'était aussi la mettre en lumière pour dire, regardez, il y a déjà une avancée législative, il faut que la société suive. Et c'est important, et ça va dans toutes vos directions, dans tous vos jardins. Donc je lis article L2122-6, chaque agence régionale de santé. D'ailleurs, il y avait la directrice de l'ARS qui était là, qui a fait un témoignage extraordinaire d'ailleurs. Donc chaque agence régionale de santé met en place un parcours qui associe des professionnels médicaux et des psychologues hospitaliers libéraux dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire, donc c'est important, visant à mieux accompagner les femmes et, le cas échéant, leurs partenaires confrontés à une interruption spontanée de grossesse. Donc cette fois-là, Antoine, les garçons sont pris en... C'est une avancée, ça. Oui. Mais il y a une obligation. Alors, je ne sais pas si l'entreprise est prévue. Si, il y a les arrêts maladie. Les arrêts maladie. Alors, qu'est-ce qui est prévu, du coup, dans cette Il y a cette les arrêts loi? maladie en fonction de... Enfin, ce n'est pas prévu exactement dans le cadre du deuil périnatal, mais c'est pour quand on perd un enfant de plus ou de moins de 25 ans, maintenant, il y a des congés qui sont prévus et ça peut être pris en charge par la sécurité sociale. Donc, il y a parce que la mise en application de cette loi, c'est l'année prochaine, début 2024. S'applique, non. Le 1 s'applique Non, à c'est compter du 1er septembre 2024. C'est écrit Non, 2024. l'ARS, effectivement, le parcours de soins de l'ARS est censé être effectivement 1er septembre 2024. 2020, ok. Sur l'indemnité normalement journalière, etc. Donc, c'est-à-dire que à partir du moment où tu es en arrêt maladie pour fausse couche, tu as en fait ton indemnité journalière qui tombe, alors qu'avant, tu avais des délais de carence. Et ça, c'est à partir de... 1er janvier, il me semble. Non, En tout cas, moi j'ai... Il n'y a plus de délai de carence. il n'y a plus de Il y a délai plus de de carence. carence. Non, enfin, moi, voilà, que ça doit se mettre en œuvre Tout à fait. avec une responsabilité de l'ARS. Et donc, il faut organiser l'accompagnement. Qu'est-ce que tu as commenté? Moi, ce que je constate, mais c'est très bien justement que l'on puisse en parler, que vous ayez cet échange qui, pourtant, on s'est déjà vu plusieurs fois, hein, et cette énième fois, je réentends des choses. Moi, je comprends que je serai en staff avec toute l'équipe médicale. Les termes ne vont pas changer. J'entends bien la loi qui est mise en place parce que dans notre circuit obstétrical et purement médical, on est sur un objectif, diminuer le risque. Diminuer le nombre de morts fœtales in utero, le nombre de décès maternels. Vous évaluez à 365 par an? On estime au sein des Étoiles en ciel, par rapport au retour d'expérience qu'on a chaque jour, à minima,
une femme qui est en train de vivre un arrêt spontané de grossesse. Et donc, ces arrêts spontanés de grossesse, on ne les répertoriait pas avant. Je pense qu'une femme vivait un arrêt, je fais des efforts, un arrêt spontané de grossesse sans le savoir. Mais aujourd'hui, le fait d'avoir beaucoup médicalisé le suivi de grossesse fait que les femmes sont beaucoup plus à l'écoute de leur corps et qu'elles repèrent et qu'elles comprennent qu'il s'agit d'un arrêt spontané de grossesse. Mais il y a encore un fossé entre le monde obstétrical qui est vraiment basé sur nous sommes quand même là, on a développé autour de l'obstétrique un circuit bien propre pour éviter la partie mort fœtale in utero et décès maternel, la mortinatalité, et des efforts à faire. Et moi, c'est vrai que je me trouve au milieu pour le relationnel. Oui. D'accord ? Et ce n'est pas donné, parce que quand on est formé médicalement, c'est très technique. Et moi qui interviens à l'école de sage-femme, nous essayons en vain, ces étudiantes, on leur demande de maîtriser quelque chose. À la limite, on leur fait peur, hein, de maîtriser quand même la partie médicale, parce qu'il faut, on leur a toujours dit, quand vous, je ne sais pas si ça se dit toujours, quand vous accueillez une femme, imaginez que c'est 10 bus de femmes. Donc vous devez être prête au pire. Donc on leur apprend à être des techniciennes. Et moi, ce que je viens faire quand je rentre à l'école de sage-femme, c'est d'être entre les deux, être la passerelle et dire oui. Aujourd'hui, on te demande d'être dans la globalité. C'est un accompagnement global de la maternité. Il faut tout mettre. Ce n'est pas évident pour ces étudiantes. Il y en a qui acceptent d'être purement techniques en essayant d'être un peu relationnel et d'autres d'être dans le relationnel. C'est toute une gymnastique à mettre en place. Oui. Et donc, vous, Étoiles en Ciel, vous dites, bon, on commence à bien connaître ce thème-là. On est aussi à l'interface avec des familles. Combien de familles viennent vous voir depuis 2020 ? Depuis 2020, alors cette année, je sais qu'on a aidé 192 personnes. En 2022, on n'a pas encore les chiffres de 2023. Mais depuis 2020, si on fait une petite moyenne, je pense qu'on doit être à 200-300 personnes. Donc vous dites, on peut être le bras armé, c'est le terme que tu as employé d'ailleurs, on peut être le bras armé, donc aider à structurer, à être à l'interface, peut-être avec les sages-femmes, pour organiser tout ça, et peut-être même avec les entreprises. Avec les entreprises. Et c'est important. Mais tu dis peut-être, je le dis pas au conditionnel, on est en réalité, parce que c'est-à-dire que ce qu'on fait aujourd'hui à la Martinique, non seulement c'est révolutionnaire, mais en plus de ça, on a pris à bras le corps un sujet parce qu'on est équipé, parce qu'on a des professionnels en face qui apportent l'expertise, qui nous permettent de le faire. On a les financements qui nous permettent aussi de mener une action structurée et tout ça. On a quand même 3 ans. Vous avez 2 personnes aussi qui travaillent avec vous. Voilà, vous êtes structurés pour faire face à ça. Et aussi, dès le départ, on était face à des institutions, l'ARS, la CAF notamment, qui ont été très vite sensibilisés au sujet, conscients des enjeux qu'il y avait derrière, et j'ai même envie de dire plus loin, qui ont réalisé aussi qu'on faisait peut-être ce qu'ils auraient dû faire. Voilà. Et la loi de juillet 2023... On sait que les associations, la loi du 7 juillet 2023, en fait, décrit, quand vous lisez l'article 1 qui demande notamment à l'ARS de mettre en place certaines choses, c'est déjà ce qu'on fait sur le territoire. Donc, de toute façon, on a un lien très étroit avec l'ARS, et donc c'est naturellement, je sais, qu'on engagera des discussions pour voir comment mettre en place ce parcours. Juste pour finir donc, de lire cet article, ce fameux article L2122-6, donc, ce parcours a pour objectif de développer la formation des professionnels médicaux sur les conséquences psychologiques des interruptions spontanées de grossesse, d'améliorer l'orientation des femmes et le cas échéant de leurs partenaires qui sont confrontés, etc., et de faciliter l'accès à un suivi psychologique. Question, est-ce qu'il manque quelque chose aujourd'hui ? Est-ce qu'il manque ? Il y avait une parlementaire qui était là. Si vous deviez demander quelque chose à la loi encore, au-delà de la loi du 7 juillet 2023, on n'a pas parlé de la loi du 6 décembre 2021 qui nomme aussi les enfants. Qui permet aux parents de donner un nom de famille. Oui, voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il manque quoi ? Alors, moi qui suis dans la partie médicale, je trouve qu'il manque vraiment un parcours de soins. Alors, on va bien mettre en place des lois, j'entends, on va mettre en place un cadre, j'entends, une formation. Et ce que vous avez vécu, c'est qu'il n'y a pas de continuité dans le parcours de soins. Il manque ça. Et alors, si on met une continuité dans ce parcours de soins, il est très limité, comme si en 2 séances, tout est fini. Donc ça veut dire qu'il manque des gens aussi. Il faut former des gens supplémentaires. C'est ça, il n'y a pas assez d'accompagnants. Voilà. Bon, qu'est-ce qui manque ? Papa et maman, qu'est-ce qui manque ? Bon, qu'est-ce qui manque, Madame la DRH ?
Ben, je pense qu'il manque une formation des DRH ou des RH, tout simplement, parce on connaît le nombre de jours, on sait, mais on n'apprend pas à écouter ou à accompagner, ou on ne sait pas où orienter. Alors bon, maintenant, c'est beaucoup plus facile, mais je crois que l'écoute active, c'est très important. Oui. Et à des moments, on, entre guillemets, outrepasse notre travail de DRH parce qu'on est face à quelqu'un qui est en détresse, donc on l'écoute. Okay. Et on fait de notre mieux pour l'accompagner. Oui. Moi, je dirais que ce qu'il manque, c'est aussi des moyens financiers pour les parents, pour faire face notamment à certaines choses. Étoile Lancielle a un fonds de solidarité qui nous permet d'accompagner les parents qui n'ont pas les moyens en fait, de payer les obsèques de leur bébé. Oui. Et puis, je pense aussi aux frais. Alors, ça c'est un cas particulier pour la Martinique. Il faudrait aller checker au niveau national. Mais je sais que chez nous, par exemple, on va... Enfin, c'est le cas partout sur le territoire. De toute façon, tu payes. Quand tu laisses un corps à la morgue, tu payes chaque jour supplémentaire. Et en fait, ce qui est particulier, c'est que dans le cas du deuil périnatal, tu peux pas faire... Enfin, tu pourrais le faire, mais faire l'enterrement sans la maman, c'est quand même embêtant. Oui. Et donc, une maman qui sera hospitalisée plus longuement, ça fait que le bébé reste... Voilà. Et ça, je pense que ça mériterait en fait un encadrement légal pour justement trouver en fait un moyen financier de permettre que ce soit pas aussi lourd pour la famille. En tout cas, c'est du travail pour l'association. Il nous reste 1 minute 13. Je ne vais pas déroger à mes habitudes. Quel est l'homme dont vous voulez parler là? Ni en trabord. Régine, l'homme. Papa Slam. Papa Slam. Ah oui. Vas-y, pourquoi? C'est l'essence même de l'humanescence. Voilà. Vite fait, bien fait. Brigitte. Je dirais mon père. Comment il s'appelle? Berry. Berry. Il est mort. Il est mort. Mais c'est quelqu'un qui nous a toujours dit... la vie, c'est aussi la mort, et il faut savoir l'accueillir. Et ça, c'est important. Très bien, merci beaucoup. Mathilde, l'homme. Tu avais parlé de ton père la dernière fois. Oui, mais là, spontanément, j'aurais dit mon mari. Parce que... les yeux dans les yeux. Parce que c'est vrai que, de toute façon, je n'aurais pas pu faire le quart de ce que je fais s'il n'était pas à mes côtés. Donc, voilà. Oh, quelle belle déclaration. Antoine, alors, je te demande de parler d'un homme, pas d'une femme, mais voilà. Mais quel est l'homme dont tu voudrais parler? Moi, j'aurais dit aussi mon beau-père, parce que c'est un homme qui m'inspire dans sa loyauté, dans le fait qu'il soit droit. Sa rectitude, sa verticalité. Voilà, et il est toujours... Il n'oublie pas d'où il vient et quelles sont ses valeurs. Voilà, il est prêt à tout, mais... Philippe Edmond-Mariette, PEM pour ceux qui savent. Voilà. Merci. Jingle. Mais non, on parle du monsieur, il faut dire son nom. Non, jingle, le mot de la forme, il presse bout. Ils étaient 4, c'était un peu... Maintenant, c'est au pas de charge. Pour finir, le mot de la fin, ce serait quoi? On commence par le monsieur. Antoine. Bien, bon courage à toutes les familles. Et voilà, nous faisons tous part de cette société. Il faut qu'on fasse en sorte qu'elle avance, notamment sur le sujet du deuil périnatal. Brigitte. Merci pour toutes ces invitations. Merci de m'avoir fait découvrir le deuil périnatal sous une autre forme. Et peut-être me permettre d'accompagner mieux certaines personnes. En tout cas, merci d'avoir été là, Brigitte. Régine, s'il te plaît. J'ai encore des choses à entendre et à apprendre. Et puis à dire aussi. Et à dire, oui. Et je pense qu'on est sur la bonne voie. Mathilde. On continue avec la même détermination. Donc, Étoile Lancielle, il faut parler de Étoile Lancielle. Oui, Étoile Lancielle, on continue avec le travail qu'on a déjà bien engagé, avec tous les partenaires qui nous suivent, les professionnels de santé. Notre prochain chantier, de toute façon, c'est 2024 qui arrive, avec notamment le prochain colloque pour les professionnels de santé, la 2e édition, où on va creuser encore d'autres sujets, comme on l'a déjà fait. Voilà, on va réinviter Régine avec d'autres camarades. On va fouiller le sujet de la formation des professionnels. En tout cas, merci Mathilde, merci Antoine, beaucoup. Merci Brigitte, merci Régine d'avoir été sur ce plateau de FAMM. Merci à vous de nous suivre avec cette fidélité. Vous nous retrouvez donc FAMM le mardi à 20h05 et puis aussi sur YouTube, on a une chaîne et puis vous avez accès aux émissions. Merci, à bientôt, au revoir. FAMM. FAMM.